C'est une annonce à laquelle les agriculteurs ne s'attendaient pas. Le projet d'accord commercial avec le Mercosur a été repoussé de 3 semaines au Parlement européen. Nous avions besoin d'un léger report. Comme l'a déjà dit mon ami Antonio Costa, après 26 ans de négociations, un délai de 3 semaines me paraît acceptable. C'est incroyable que nous soyons sur le point de conclure cet accord commercial si important. Emmanuel Macron n'a pas tardé à réagir à cette annonce. S'il s'est félicité du report de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, il a également demandé à ce que le texte change de nature afin de prendre en compte les avancées réclamées par la filière agricole française. Et nous devons continuer le travail qui a été engagé depuis des mois. Je l'ai dit ce matin en arrivant, nous n'y sommes pas et le texte n'est pas acceptable. Et c'est ce qui a permis d'obtenir ce report. Maintenant, nous allons continuer de travailler. Les agriculteurs, eux aussi, ont salué l'annonce d'Ursula von der Leyen. Ils se félicitent que leur mobilisation est payée. Hier, plus de 7000 d'entre eux avaient fait le déplacement à Bruxelles pour exprimer leur colère. Il faut se réveiller vite parce que sinon la culture française et même la culture européenne, elle va mourir. Et comme on dit, il n'y a pas d'avenir sans paysans. On forme les paysages, on forme tout. Et demain, s'il n'y a plus d'agriculture, il faudra se nourrir, on ne sait pas comment. On est en réelle détresse déjà, donc on ne peut pas accepter ces trahisons de l'Union européenne qui continuent et qui perdurent. Et c'est plus acceptable. Pas sûr que le nouveau délai accordé à l'accord suffise à calmer la colère. La FNSEA a déjà appelé les agriculteurs à rester mobilisés dans les prochaines semaines. Voilà pour ces explications de Clément Guillonneau sur cet accord du Mercosur qui cristallise la colère des agriculteurs. On va parler de cette crise agricole avec mes invités. Olivia Detroya, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes spécialiste des questions d'agriculture. J'accueille également sur ce plateau Pablo Pio-Vivien, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard et on a le plaisir d'accueillir Alain Krugère, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été le producteur et l'animateur de l'émission gastronomique On ne parle pas la bouche pleine sur France Culture avec un angle culturel sur la gastronomie. C'était une émission qui a marqué les années 2010 notamment. Et vous publiez un livre du même nom aux éditions Albin Michel, une encyclopédie culturelle de la gourmandise qui reprend votre travail et vos entretiens radiophoniques dans cette émission On ne parle pas la bouche pleine. On parlera de gastronomie à la fin de nos échanges, mais d'abord le sujet d'actualité, c'est bien sûr la crise agricole avec Pablo Pio-Vivien, cette quand même information de vendredi matin et les tracteurs des agriculteurs qui vont jusqu'au domicile d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, au Touquet, pour mettre la pression sur le président. Bien sûr, parce que la colère est forte, la colère gronde et celle des agriculteurs, en vérité, ne s'est pas arrêtée depuis maintenant au moins une dizaine d'années. À chaque fois, ils ont des demandes en fait qui sont très précises. Là, ils se mobilisent en partie contre le Mercosur, mais il y a toute une foultitude en fait de paramètres qui font qu'aujourd'hui les agriculteurs sont dans la rue. C'est un secteur en fait qui est en crise. En fait, il faut bien comprendre, et en crise. Pas une crise superficielle où il faudrait juste regarder le caractère aigu de cette crise. C'est une crise structurelle. Aujourd'hui, moi, j'ai par exemple dans ma famille des éleveurs de vaches, donc qui sont particulièrement touchés par la question de la dermatose bovine. Eh bien, ces éleveurs, ils n'arrivent pas en fait à vivre correctement de leur travail, quand bien même ils le font bien. Et c'est-à-dire qu'ils doivent travailler... Non mais juste comme ça, je pose les bases au départ. Ils doivent travailler 7 jours sur 7. Ils se lèvent tous les matins à 4h du mat pour aller traire leurs vaches. Et ils ne peuvent pas prendre de vacances parce qu'ils n'ont pas les moyens d'embaucher quelqu'un pour aller traire les vaches, ce qui est obligatoire tous les jours. Ils peuvent pas embaucher quelqu'un pendant qu'ils partent en vacances. Et à la fin de leur mois, ils ont, bon an mal an, entre 800 et 1000 euros. Donc ce n'est pas vivable, ce n'est pas acceptable que dans un pays comme la France, on ait des éleveurs qui soient aussi sous-payés et qui aient des conditions de travail aussi catastrophiques. Alors après, la question c'est, est-ce qu'on a envie, quel modèle on a envie d'avoir en France? Et cette question-là, je trouve qu'on ne la pose pas assez, c'est-à-dire, est-ce qu'on a envie d'un modèle agro-industriel ou est-ce qu'on a envie d'un modèle de petite exploitation? Et si on a envie d'un modèle de petite exploitation, quelle structure on crée pour que ce modèle puisse exister?
Mais est-ce qu'Emmanuel Macron est le responsable de ces difficultés des agriculteurs depuis des années ? On est toujours en tant que chef de l'exécutif d'une situation qui dure depuis des années. Vous regardez en fait le déclin de l'agriculture qui était très bien évoqué. Il date d'il y a au moins 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on était largement excédentaire en termes de souveraineté alimentaire et d'excédent commercial. Cette année, on va être pour la première fois probablement déficitaire d'un point de vue agricole. Là où, effectivement, Emmanuel Macron est un peu responsable, c'est qu'il lui a suscité énormément d'espoir au début de son premier mandat. C'était en 2017. Il avait lancé les États généraux de l'alimentation, souvenez-vous, qui étaient à la base des lois Egalim, avec une promesse, on va augmenter votre revenu. Les États généraux de l'alimentation, c'était augmenter le revenu agricole. Je trouve que... Et la fameuse loi Egalim pour essayer de... Les lois Egalim, puisqu'il y en a eu 3, plusieurs essais, voire 4. Un revenu digne pour les agriculteurs. Exactement. Il y a eu quand même des avancées dans certaines filières. La situation que vous dépeignez sur l'élevage est un peu plus contrastée selon les filières. On a eu les céréaliers qui ont eu des très bonnes années ces dernières années. Sur l'élevage laitier, les prix ont plutôt eu tendance à augmenter. Donc effectivement, on a une situation un peu plus contrastée et un choix de modèle à faire, pas forcément entre de l'agro-industrie ou des petites exploitations. Je pense que la force de l'agriculture en France, c'est d'avoir un modèle qui est encore diversifié. C'est-à-dire qu'on a l'image d'une agriculture française qui utilise des pesticides à tout va, qui est avec des immenses exploitations. C'est pas du tout le cas. La taille moyenne d'une exploitation agricole en France, c'est 69 hectares. C'est la plus petite taille moyenne d'exploitation en Europe. Et évidemment, dans le monde, ce qu'on veut éviter, c'est d'arriver à des extrêmes qu'on peut avoir, notamment dans les pays sud-américains ou même aux États-Unis, avec des giga-fermes qui, pour le coup, n'est ni le modèle que les Français veulent, ni celui que veulent les agriculteurs. Alain Kruger, il y a une forme de paradoxe, car les Français sont fiers de leur agriculture, de leurs produits locaux, mais on s'habitue à avoir des agriculteurs malheureux depuis des années. Non, on ne s'habitue pas, parce que l'un des plus beaux mots de la langue française, c'est paysan, avec tout ce qui va avec, tout ce que ça raconte. C'est notre pays, c'est ce qui dessine le paysage, c'est une richesse culturelle. C'est pas un hasard si l'agriculture et la culture sont aussi proches. Et je crois qu'il faudrait considérer vraiment l'agriculture sous sa forme, je dirais, la plus noble. Et pas la plus agro-industrielle, il faudrait la considérer comme on considère la culture et la défendre comme on défend la culture. Je veux dire, on a le grand privilège en France de défendre sa culture, qui est une de nos richesses d'ailleurs, qui produit et des talents et aussi de la richesse. Eh bien, il faut considérer que si on mange pas, on meurt. On le sait bien, donc si on n'a plus d'agriculteurs, si on n'a plus de paysans dans ce pays de cocagne absolument merveilleux qu'est la France, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et il faut absolument aider ces gens qui ont une vie, une des plus dures qui soit. Je veux dire, c'est les derniers vrais ouvriers. Et ce rapport à la terre est un des rapports les plus nobles qui soient. Et ce qui explique que ces difficultés agricoles sont aussi sensibles en France aujourd'hui, notamment dans le débat européen pavlovien sur le Mercosur. Exactement. Alors, vous avez deux pays qui sont un peu en tête de proue pour s'opposer au Mercosur. C'est l'Italie et la France qui, aujourd'hui, ont décidé... a priori, Emmanuel Macron a réussi à obtenir le report d'un mois pour pouvoir un peu souffler, pour pouvoir éventuellement renégocier quelques lignes de ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine. Je rebondis en fait sur ce qui vient d'être dit. Le problème en fait de ce traité de Mercosur, comme de beaucoup de traités d'ailleurs de libre-échange, c'est qu'il considère les biens en fait qui sont produits et notamment les biens agricoles comme de simples biens. Il n'y a pas d'exception agriculturelle française, comme il y a une exception culturelle, parce que vous avez fait la comparaison avec la culture. L'exception culturelle française, ça veut dire sortir en fait du marché les objets culturels, les œuvres d'art. L'idée qu'on puisse éventuellement faire la même chose avec
les biens agriculturels est une idée qui a germé dans la tête de certains penseurs en fait du secteur, qui est un peu complexe puisque il y a énormément, il y a une variété en fait de production qui est très importante. Il y a une nécessité en fait dans l'économie, c'est-à-dire que en fait l'agriculture en France, mais comme dans beaucoup de pays, structure notre économie. C'est-à-dire que, comme ça a été dit tout à l'heure, on mange tous les jours et on en a besoin. Et la question de la souveraineté alimentaire est une question qui est très importante. Et donc l'idée que l'on puisse aller se mettre sous le boisseau, on va dire, d'autres pays qui sont à l'autre bout du monde, dont on va dépendre en fait, parce que on va faire rentrer. Je prends un exemple, le soja. On a besoin de soja dans notre économie au sens large, dans notre alimentation et dans plein de choses transformées. On va acheter le soja dans les pays avec qui on signe le Mercosur. Mais le problème, c'est que le jour où c'est-à-dire qu'après on va dépendre donc de ces pays-là. Mais le jour où ces pays décident de dire bon bah non, finalement, on ne veut plus vous vendre de soja, ou on augmente énormément les prix, on n'aura pas la souveraineté de dire ah bah en fait si, je suis désolé, on en a besoin pour énormément de choses en France. Et ça, cette idée-là de perdre notre souveraineté par des accords de libre-échange est une idée qui en ce moment n'a pas tellement le vent en poupe. Olivier Detroyat, ce report de 3 semaines de la signature de l'accord de libre-échange qui avait été demandé par Emmanuel Macron, est-ce que c'est une victoire pour la France ou est-ce que c'est reculer pour mieux sauter? Alors, c'est victoire d'une bataille, on va dire, pour les agriculteurs, mais ils n'ont pas du tout gagné la guerre. En fait, je pense qu'Emmanuel Macron a réussi à se donner un petit peu de temps. Il avait bien conscience que dans le contexte éruptif de la dermatose, aller conclure un accord comme le Mercosur, c'était l'assurance d'avoir la FNSEA sur les routes et que la colère agricole qui est pour l'instant contenue dans le Sud-Ouest se propage à toute la France pendant les périodes de Noël. C'était vraiment ça, l'exécutif surveillait ça comme le lait sur le feu. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 semaines? Très honnêtement, ça ne changera pas grand-chose. En fait, l'essentiel du Mercosur a été déjà négocié et acté depuis le mois de septembre, depuis que la Commission a validé l'accord. Donc on ne peut plus renégocier fondamentalement ce qu'il y a dans cet accord. On ne peut pas améliorer les clauses de sauvegarde. On peut mettre des mesures, on peut essayer d'en négocier de façon périphérique à l'accord, mais d'un point de vue juridique, sans être trop technique, c'est assez faible. Et c'est pour ça que les agriculteurs ont bien compris que le voter maintenant ou renégocier quelques garde-fous dont le caractère opérationnel est assez discutable, et ben ça n'a pas vraiment il n'y a pas vraiment de changement fondamental. Et donc pour eux, le Mercosur, c'est non. J'ai pas souvenir qu'il y ait des accords de cette ampleur qui aient été abandonnés après 25 ans de discussion. Il finira probablement par être signé au mois de janvier ou au mois de février. Je pense qu'Emmanuel Macron ce matin a laissé entendre qu'il n'était pas opposé à sa signature définitive. Donc fondamentalement, la bataille du Mercosur, elle est perdue aujourd'hui pour les agriculteurs. La question, c'est d'essayer que ce moment-là soit l'occasion de se rendre compte, effectivement, de ce sujet de la concurrence déloyale, qu'est du libre-échange. C'est assez normal. La souveraineté alimentaire, c'est pas l'autarcie alimentaire, c'est la capacité de nourrir sa population. La France exporte aussi des produits agricoles. On exporte, donc c'est une formidable puissance. Pas avec les mêmes critères aussi. Donc, mais on peut pas être autosuffisant sur tout. Les Français aiment le cacao, le café, c'est des choses qu'on peut pas produire chez nous. Donc la capacité de nourrir sa population, c'est ça la souveraineté alimentaire, c'est pas l'autarcie. Donc je pense que ces traités de libre-échange, ils sont importants, ils ouvrent des marchés pour nos filières agricoles qui en ont besoin. En revanche, cette question-là symbolique de nous mettre en concurrence avec des productions qui sont moins disantes d'un point de vue environnemental, moins disantes d'un point de vue du bien-être animal, c'est fondamental dans la colère qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est la même chose sur la dermatose nodulaire. C'est un symbole fort, ce débat autour du Mercosur, Alain Krugère, de cette agriculture qui pourrait être victime du business, de la mondialisation et du libre-échange. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi l'agriculture, c'est des gros et des petits. Ce qui est sûr, c'est que ceux qu'il faut défendre aujourd'hui de façon vraiment conséquente, c'est ceux qui ont une exigence de qualité, ceux qui travaillent sur le bio, ceux qui font de l'agroforesterie, ceux qui ont un rapport avec la nature, qui considèrent qu'ils en font partie, qu'il faut la protéger. Il faut privilégier aussi l'intelligence de la main. Enfin, et c'est vrai aussi depuis l'agriculture jusqu'à la cuisine. Enfin, c'est la même chaîne. Et cette chaîne alimentaire, il faut la
préserver, la conserver, l'entretenir depuis la source jusqu'à la table. D'ailleurs, il y a le chef 3 étoiles, Jacques Marcon, dont l'établissement familial est situé en Haute-Loire, qui a décidé de manifester pour la première fois mardi aux côtés des agriculteurs contre la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire et les abattages massifs de troupeaux, également contre le Mercosur. Ça montre ce lien entre gastronomie et agriculture. C'est-à-dire que de toute façon, on voit bien que tout est lié. Alors, je ne vais pas rentrer sur le terrain médical parce que je ne suis pas compétent, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a la nécessité de défendre un modèle qualitatif, ultra qualitatif, qu'il y a effectivement chez les Italiens, chez les Français, et qu'il faut pouvoir le faire de façon... Enfin, on ne peut pas mettre à la même échelle un céréalier de la Beauce qui a des centaines et des centaines d'hectares et un vigneron ou un éleveur qui a une échelle totalement différente. Donc il faut défendre la qualité française et il faut la défendre par tous les moyens. Et c'est vraiment, je veux dire, le président du Sénat est lui-même très concerné par cette question-là. Oui, à la fois. Et puis il est aussi vétérinaire de profession, le président du Sénat, et donc concerné par cette crise de la dermatose nodulaire dans laquelle les vétérinaires sont très impliqués pour essayer d'accélérer la vaccination. En tout cas, justement pour en parler, on va écouter la porte-parole du gouvernement ce vendredi matin qui estimait que la situation était sous contrôle et qu'il n'y avait plus de foyers infectieux. Aujourd'hui, il n'y a plus de foyers de dermatose à ma connaissance. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que la stratégie vaccinale qui touche les 8 départements au-dessus de l'Espagne, donc en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, avance. Et on a signé la mobilisation générale. On a 100% des Pyrénées-Orientales, pour vous donner cet exemple, qui a été vacciné, 60% de l'Aude qui a été vacciné et 30% de l'Ariège. Pablo, le gouvernement est sur le pont, sur tous les fronts, pour essayer de résoudre cette crise sanitaire qui touche l'agriculture. Oui, il est sur tous les ponts. Elle est bien gérée, cette crise, par Sébastien Lecornu ? La question, ils ont fait un choix. Et ils ont fait ce choix de une vaccination partielle et de l'abattage de tout le troupeau s'il y avait un cas de dermatose. Peut-être que vous... Oui, enfin, c'est pas le gouvernement tout seul. Je pense qu'il y avait les vétérinaires, les scientifiques, bien sûr, les syndicats. Et la FNSEA était partie prenante aussi, en fait, de cette décision de stratégie nationale. Il y a des agriculteurs, notamment via des syndicats, qui n'étaient pas d'accord avec le choix de cette stratégie et qui ont exprimé ce désaccord assez naturellement. Après, savoir qui a raison, est-ce que c'est la coordination rurale et la confédération paysanne qui disaient, en fait, à partir des premiers cas de dermatose, qui disaient nous on veut la vaccination pour 100% des bêtes, ce qui, entre parenthèses, à un certain coût, plutôt que... Il y a 18 millions de... Voilà, il y a 18 millions de vaches, donc ça fait beaucoup de vaccins, c'est évident, mais c'est ce qu'ils demandaient, ce n'est pas ce qu'ils ont obtenu. Voilà, il y a un débat, savoir s'ils ont raison ou pas, c'est un peu compliqué. En tout cas, ils font ce qu'ils peuvent. Enfin, je suis certain que à la fois Annie Genevard, Maud Bréjon, tout le monde de la FNSEA, de la coordination rurale et de la confédération paysanne, tout le monde essaye de faire son maximum pour qu'il y ait un minimum de bêtes qui meurent, pour que les paysans et les agriculteurs soient le moins impactés possible par cette crise dramatique. D'ailleurs, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, reçoit ce vendredi les syndicats... Ce matin. Voilà, ce vendredi matin, il reçoit les syndicats agricoles, avec d'ailleurs une union assez originale entre la Confédération paysanne, plutôt à gauche, coordination rurale, plutôt soutenue par le Rassemblement national, contre cette stratégie sanitaire. Oui, c'est un attelage assez étonnant d'un point de vue syndical, mais on voit aussi que... Est-ce que c'est un attelage populiste qui va à l'encontre des décisions scientifiques qui sont prises? Oui, dans le sens où effectivement il y a un collectif sanitaire qui est assez unanime sur le fait que la stratégie qui a été adoptée, et qui a été adoptée dans d'autres pays aussi, fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, entre guillemets, c'est que les premiers cas de DNC sont apparus cet été en Savoie, et on n'a pas eu de remous particulier. On entendait ça et là des éleveurs exprimer la difficulté d'abattre leurs troupeaux, mais c'est une région qui, en termes d'élevage, il y a beaucoup d'élevage, ils sont très solidaires, les choses ont été bien expliquées, ça s'est plutôt bien passé, et la maladie a été contenue. Là, c'est
vrai elle est arrivée malheureusement dans une région qui, d'un point de vue syndical, est beaucoup plus remuante, qui cumule beaucoup de difficultés en termes agricoles. Il y a de la sécheresse, ils sont très exposés au changement climatique, il y a la crise de la viticulture. Donc ça explique pourquoi ça s'est enflammé tout d'un coup. C'est vrai que je pense qu'il y a un jeu syndical aussi assez fort entre d'un côté la FNSEA et de l'autre côté la Confédération paysanne et la coordination rurale. On savait que cette semaine serait très agitée d'un point de vue social, notamment avec le Mercosur, et probablement que les deux autres syndicats ont voulu occuper un peu le terrain, notamment avec la DNC, en amont du Mercosur. Donc je pense que ça explique aussi cette configuration syndicale un peu particulière. Alain Kruger, pour conclure. Non, moi ce qui me frappe quand même, c'est cette détresse des paysans. Le fait de... Là, c'est pas fin, oui. Non, mais oui, c'est tellement... C'est-à-dire, la relation que les éleveurs dans les petits élevages ont avec leurs bêtes, c'est une relation familiale, intime. Voir disparaître son troupeau, c'est une déchirure terrible. Mais en même temps, c'était eux qui donnaient les meilleurs laits, qui faisaient les meilleurs fromages. Enfin, vous voyez, il y a tout ce lien. Alors c'est vrai que quand ça s'est passé en Savoie cet été, ça s'est entre guillemets pas trop mal passé, que de nouvelles bêtes reviennent aujourd'hui dans les étables. Mais moi, je pense qu'il faut être quand même conscient de cette douleur, de cette déchirure, quel que soit le conflit politique qui est extrêmement fort. On a eu exactement la même stratégie sanitaire lors de la grippe aviaire qui touche les volailles pour le coup. On abattait aussi totalement tous les élevages qui étaient touchés. Et c'est vrai que là, on voit la spécificité du rapport dans l'élevage bovin, c'est-à-dire que autant des volailles, on s'en fout. Je ne sais pas si on s'en fout, mais en tout cas, on peut en faire revenir. Voilà, dans un mois plus tard, on peut remplir son élevage. C'est vrai que sur l'élevage bovin, c'est souvent des troupeaux qu'on a parfois depuis 15 ans, 20 ans. Donc il y a cet attachement particulier à l'animal. Merci à tous les trois pour ces échanges autour de nos agriculteurs en détresse. On va finir par une note positive et toujours sur les animaux avec cette histoire du jour qui nous emmène en Seine-et-Marne près de Coulommiers, l'histoire de Maurice, un sanglier qui était menacé d'euthanasie et qui a finalement été sauvé grâce à la mobilisation de l'influenceur Jérém Star et de Stéphane Lamar. Stéphane Lamar, un jour, tombe sur ce sanglier sur le bord de la route et le retrouve au même endroit le lendemain et le surlendemain. Il comprend que c'est un sanglier qui a été domestiqué et il souhaite alors le récupérer pour éviter qu'il ne périsse dans la forêt. Mais la loi interdit la détention d'animaux sauvages domestiques. Alors après une bataille juridique, médiatique et grâce à l'influenceur Jérém Star, Maurice le sanglier a été accueilli dans la propriété de plusieurs hectares d'un vétérinaire qui avait les autorisations pour l'accueillir. Et aujourd'hui, Maurice le sanglier coule des jours heureux auprès d'une laie. Donc voilà, comme le président américain gracie une dinde à Noël, Coulommiers a gracié un sanglier pour les fêtes. Voilà pour cette histoire. Mais il y en a beaucoup trop des sangliers. Il y en a beaucoup trop, c'est vrai. Ils font des dégâts. Ils font beaucoup de dégâts et on ferait mieux de faire mieux gérer la population. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette dernière émission de l'année. Olivia Destroyers pour le Figaro, Pablo Piovivien pour la revue Regard, et puis Alain Kruger avec votre livre que je présente une nouvelle fois, On ne parle pas la bouche pleine. Oui, c'est un très beau cadeau. Je le cite. C'est un excellent cadeau sous le sapin. La gastronomie vue par le prisme culturel. Merci à tous les trois. C'était la dernière émission Bonjour chez vous de l'année. Toutes les équipes de Public Sénat vous souhaitent de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier, en début d'année 2026. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.